Merci beaucoup d'être là ce soir. Ouais. Voilà, c'est important de sentir le besoin de se rassembler ici pour partager une pensée occupée par le sort fait à Gaza et à tout le peuple de Palestine, qui dit la révolte et la honte, qui dit le refus de l'impuissance à laquelle nous serions condamnés. Nous rassembler pour réfléchir à ce qui arrive est un premier pas vers ce que nous ne savons pas encore, mais qui dit le refus de la solitude politique à laquelle nous sommes encouragés. Même quand nos gestes paraissent dérisoires face au désastre, c'est une ultime tentative de garder notre pensée vivante. La mobilisation populaire est plus réelle que ce qu'en disent les médias. Depuis plus de 18 mois, des rassemblements ont lieu partout, chaque semaine, à Aubenas, Privas, Alès, ici, tout près, et dans tant de villes en France et dans le monde. Des gestes comme celui de ce soir se manifestent dans des centaines de villages. Des syndicats du monde entier tentent d'empêcher les livraisons d'armes vers Israël. Des dockers de Fos-sur-Mer, de Gênes, d'Anvers, de Liège, de Göteborg, Barcelone, Athènes, Melbourne, Auckland ou Toronto bloquent les transports d'armement. Cette mobilisation populaire exige l'application du droit international, le cessez-le-feu à Gaza, mettre fin au génocide, au nettoyage ethnique de la Palestine, mettre fin à l'occupation, la colonisation, l'apartheid israélien et exige le droit au retour des réfugiés dans leur pays. Elle exige l'embargo sur le commerce des armes, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël et la fin de l'impunité. Le drame politique palestinien trouve ses racines il y a plus d'un siècle dans le sillage du temps des colonies. Entre la solution à deux États ou un État commun, il faut que les conditions politiques d'un débat existent. Face à la gronde populaire qui monte, des solutions sont envisagées sans la moindre consultation du peuple palestinien, une redite de 1947, qui ne veut pas admettre l'existence d'un peuple qui a droit à sa terre et qui n'a cessé de lutter contre les injustices qui lui étaient infligées. Je voudrais remercier Lily, parce que c'est grâce à qui a été moteur dans l'organisation. Tu le manges, mange-le. Merci à Lily. Dans l'organisation et la mobilisation de cette rencontre. Et aussi, je dois vous dire qu'il y a des livres, quelques livres sur la Palestine qui sont en vente. Il y a aussi une caisse au bar pour... Aïda, elle va peut-être dire. Oui, Aïda, elle vous en parlera un peu plus. Et je voudrais signaler un documentaire qui va être diffusé le dernier vendredi du mois de septembre à Villefort, qui s'appelle « Un médecin pour la paix ». Voilà, j'ai tout dit. 19h30. Merci beaucoup. 19h30 à Villefort. 19h30 à Villefort. À la locomotive. À la locomotive. À la ciné-théâtre à la Forge. À la Forge. Organisé par la locomotive. Bien. Maintenant, je passe la parole à Aïda qui va vous présenter les intervenants. Merci. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. On ne savait pas trop à quoi s'attendre et on est agréablement surpris. Moi, je m'appelle Aïda, je suis journaliste, je vais intervenir ce soir. Avant toute chose, je voulais juste vous parler donc, de la cagnotte. Je suis en fait en contact avec un journaliste palestinien de Gaza, Bassel Khaireddine. Bassel Khaireddine, il s'appelle. Depuis maintenant plus d'un an et demi, comme toute personne habitant à Gaza, il vit l'enfer et il a notamment un petit garçon qui est né handicapé et qui a grandement besoin d'être soigné et d'être opéré. Et donc j'ai monté une cagnotte parce que c'est une opération qui coûte très cher, donc il a besoin de sortir de Gaza déjà. Voilà, donc si jamais vous voulez aider et
et participer. Merci d'avance. Voilà, donc je passe tout de suite la parole à Sophie Bessis, qui va d'abord se présenter et puis commencer son propos. C'est tout de suite plus facile. Sophie, tu as de la chance, tu n'auras pas à forcer la voix. Tu te présentes. Il faut que je me présente. Écoutez, je m'appelle Sophie Bessis, je suis historienne et je travaille depuis très longtemps sur le monde arabe contemporain. Mon premier article, disais-je, date de 1982, donc vous voyez, ça fait quand même un peu de temps que je m'intéresse à cette question qui me touche de très près par ailleurs. Alors, on m'a chargé de donner un petit cadre historique aux interventions qui vont avoir lieu après la mienne. Donc je vais simplement donner quelques repères de cette histoire tragique. Le titre, tout n'a pas commencé le 7 octobre. Effectivement, dans l'histoire absolument tragique de la Palestine, tout en effet n'a pas commencé le 7 octobre 2023, qui est, comme vous le savez tous et toutes, j'imagine, la date de l'attentat commis par le Hamas, qui a fait quelques 1200 morts en Israël. Voilà, et à peu près 300 otages qui ont été amenés à Gaza. Alors, s'il faut dire et redire, je pense, que tout massacre de civils est à condamner et que de tels massacres desservent une lutte de libération, on l'a vu dans toute l'histoire des luttes de libération, il faut également rappeler, je crois, que le Hamas, alors qu'est-ce que c'est que le Hamas? Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est la déclinaison palestinienne de l'Organisation des Frères musulmans. Le Hamas, ce sont les Frères musulmans palestiniens. Mais ce Hamas, donc, en fait, qui, j'y reviendrai dans un instant, a gagné à Gaza les élections de 2006, a été en fait aidé par les gouvernements israéliens successifs, très aidé par les gouvernements israéliens successifs, ce qui leur permettait de diviser le mouvement de libération palestinien entre le Fatah d'un côté et le Hamas de l'autre. Et avant de revenir à la chronologie, il faut expliquer qu'est-ce que c'est que cette bande de Gaza. C'est quoi la bande de Gaza? Pourquoi y a-t-il une bande qui s'appelle bande de Gaza? C'est que en 1948, au moment de la création de l'État palestinien, il y a eu ce que l'on a appelé, j'y reviendrai dans un instant, la Nakba en arabe, qui veut dire la catastrophe, tout simplement, c'est-à-dire en fait le nettoyage ethnique d'une partie de la Palestine mandataire et l'expulsion de ce qui est devenu l'État d'Israël légal, l'expulsion d'environ 750 000 Palestiniens. Une partie, la majorité de ces Palestiniens est allée dans les pays limitrophes, c'est-à-dire le Liban, ce qu'on appelait à l'époque la Transjordanie, la Jordanie, l'Égypte, puis il y en avait une partie qui se sont réfugiés sur la côte, dans la ville de Gaza, dans cette partie, à peu près. Et à ce moment-là, l'État d'Israël, l'État d'Israël a prélevé 2% du territoire qu'elle avait conquis et en a fait la bande de Gaza où ont été relocalisés une partie des réfugiés. Et cette bande de terre, qu'on appelle depuis la bande de Gaza, a été confiée à la suzeraineté égyptienne à l'époque. En 1948, la bande de Gaza a donc créé, du fait du nettoyage ethnique palestinien, des Palestiniens, a été créée et confiée à... Parce qu'on dit toujours à l'Égypte. Parce qu'on dit toujours la bande de Gaza, mais en fait il y a très peu de monde qui sait mais pourquoi il existe une bande de Gaza. D'où elle vient cette bande de Gaza. Alors, je reviens, je ne vais pas reprendre la chronologie que vous a préparé Paul dans son petit opuscule, parce que ce serait beaucoup trop long, bien sûr, d'y revenir. Je vais commencer en 1947. Bon, on sait très bien que le mouvement
sioniste a été créé à la fin du XIXe siècle en Europe et que il a eu très peu d'ampleur, en fait, ce mouvement sioniste, jusqu'à l'avènement du nazisme. Le mouvement sioniste était profondément minoritaire chez les juifs. C'est quelque chose que l'on sait très peu. C'était un mouvement parfaitement minoritaire chez les juifs, et des intellectuels juifs extrêmement connus, je pense à Freud par exemple, étaient parfaitement antisionistes. Pourquoi? Parce que ils voulaient être des citoyens des pays dans lesquels ils vivaient, essentiellement. Bon. Évidemment, l'avènement du nazisme a tout changé. Et le génocide de 6 millions de juifs a tout changé, c'est-à-dire que ce qu'on peut appeler le monde juif ou les mondes juifs a changé d'optique, et en disant, puisque les 3/4 des juifs d'Europe ont été exterminés, ceux qui restent, il faut bien qu'ils aient une patrie. Et voilà aussi la légitimation de ce sionisme a été une légitimation par le génocide, pourrait-on dire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est à ce moment-là que je vais venir à 1947. Que s'est-il passé? C'est que, vous savez que le judéocide hitlérien, évidemment, a été commis par l'Allemagne, mais avec la complicité active ou l'indifférence totale de tous les pays européens, tous les pays occidentaux. Complicité active, comme la complicité française, par exemple, bien entendu, sous le régime de Pétain, qui a livré une bonne partie des juifs français à l'Allemagne nazie. Donc, les Européens, après la découverte, encore qu'ils le savaient déjà, mais de l'ampleur du génocide des Juifs européens, ont avalisé la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire qu'on transférait la réparation, si l'on peut dire, de leurs crimes sur un peuple, les Palestiniens, qui n'étaient absolument pour rien. Voilà à peu près comment ça s'est passé. Le crime européen, le génocide européen, eh bien, les Européens s'en sont défaits d'une certaine façon sur les Palestiniens qui n'avaient rien à voir avec ce génocide. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, après la victoire des Alliés en 1945, donc il y a eu une émigration relativement importante des Juifs vers la Palestine, des Juifs survivants du génocide vers la Palestine. Et en 1947, c'est la suite d'un très long processus qui a commencé en 1917 par ce qu'on appelle la déclaration Balfour, et en 1947, les Nations Unies, récemment créées, prennent une résolution qui divise la Palestine, qui était sous mandat de la Grande-Bretagne, en deux entités, si l'on peut dire, inégales d'ailleurs, et propose la création de 2 États sur le territoire de la Palestine sous mandat britannique, un État israélien et un État palestinien. Voilà la résolution de l'ONU. Donc, un État israélien sur 60% du territoire de la Palestine mandataire et un État palestinien sur 40% de la Palestine mandataire, ce qui était déjà relativement injuste dans la mesure où les Israéliens juifs étaient encore minoritaires dans la région. Ils étaient à peu près un tiers. Ils étaient un tiers de la population de la Palestine en 1947. En mai 1948, l'État d'Israël est proclamé, c'est-à-dire qu'à la suite d'une série jusqu'en mai 1948, la Grande-Bretagne gérait cette Palestine, puisque la Grande-Bretagne était la puissance mandataire de la Palestine, et le mouvement sioniste proclame la création de l'État d'Israël, et dans la foulée, si je puis dire, encore que ça avait commencé à partir de 1947, procède à un nettoyage ethnique de environ les 2 tiers de la population palestinienne du territoire de la Palestine mandataire. Ce dont je vous parlais il y a un instant, et ces réfugiés vont dans les pays limitrophes et dans cette fameuse bande de Gaza créée pour l'occasion. Pardon ? C'est ça, on estime entre 700 et 750 000. Toutes les archives estiment à 750 000 à peu près, on n'aura jamais le chiffre exact, mais l'ordre de grandeur est tout à fait exact, l'exode
de ces Palestiniens. Alors, donc voilà, c'est-à-dire que le 1948, la proclamation et la création de l'État d'Israël commence par cela, et immédiatement, les États arabes limitrophes tentent de s'opposer à cette création, c'est-à-dire la Jordanie, la Syrie, l'Égypte, déclarent la guerre au tout nouvel État d'Israël et perd de cette guerre. Perd de cette guerre, c'est-à-dire que l'armée israélienne met en pièces les armées des trois États en guerre et profite de l'occasion pour conquérir une partie du territoire qui avait été dévolu à l'État de Palestine, c'est-à-dire le nord de ce qui est Israël aujourd'hui, c'est-à-dire la Galilée. La Galilée où aujourd'hui la population palestinienne est encore majoritaire. C'est le seul endroit en Israël où la population est majoritaire. Donc voilà, 1948, extension de l'État d'Israël et Nakba. Je passe, vu le temps, je passe 1956, et donc l'État d'Israël se construit, se renforce avec l'aide des pays occidentaux, européens essentiellement. Les États-Unis n'interviendront dans l'aide inconditionnelle à Israël qu'à partir de 1967. Les États-Unis ne sont pas un soutien inconditionnel d'Israël au moment de la création d'Israël. Le premier pays à avoir reconnu l'État d'Israël, c'est l'Union soviétique. C'est l'Union soviétique, c'est pas les États-Unis. Parce qu'Israël avait été en partie créé par des communistes russes, entre autres. 1967, ce qu'on a appelé juin 67, la guerre des 6 jours. Israël mène une guerre préventive contre l'Égypte, la Syrie et la Jordanie, la gagne, et on profite pour occuper la Cisjordanie, qui était jusque-là sous administration jordanienne. On profite pour occuper la Cisjordanie, la bande de Gaza, la fameuse bande de Gaza, les hauteurs du Golan syrien à la frontière israélo-syrienne et le désert du Sinaï égyptien. Voilà, donc Israël s'octroie en 67 un droit de conquête. Cette conquête va se concrétiser par une occupation permanente jusqu'à maintenant, sauf pour le Sinaï, parce que à la suite du voyage du président égyptien Anwar Sadat, qui a été assassiné pour cela d'ailleurs par les frères musulmans égyptiens, en 1978 est signé un traité de paix entre Israël et l'Égypte, et Israël rend le Sinaï à l'Égypte. Il ne faut pas oublier cette date qui est importante et que tu as oublié de mentionner dans ta chronologie. En 1980, en revanche, en 1980, Israël décrète annexe la ville de Jérusalem-Est, qui faisait partie des territoires occupés, annexe en déclarant que la Jérusalem réunifiée serait la capitale éternelle de l'État d'Israël, oubliant par ailleurs qu'en histoire il n'y a jamais d'éternité, et annexe également le Golan syrien, les hauteurs du Golan syrien. Le problème, c'est que les Palestiniens n'ont jamais accepté leur occupation par l'État d'Israël. Et qu'il y a eu ce qu'on a appelé plusieurs révoltes, on a appelé les intifadas. Intifada en arabe, ça veut dire révolte, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà. Donc première intifada, deuxième intifada, c'est-à-dire première révolte, deuxième révolte. Et il y a certains Israéliens qui se convertissent au réalisme et qui disent, bon, eh bien, on va accepter la création d'un État palestinien, et en 1993, à l'issue de très longues négociations secrètes pour la plupart, sont signés ce qu'on a appelé les accords d'Oslo. Pourquoi les accords d'Oslo? Parce qu'ils ont été signés sous le parrainage des Norvégiens, tout simplement. Ils ont été négociés secrètement à Oslo. Alors, c'est donc, à l'époque, c'est Yitzhak Rabin, qui est Premier ministre d'Israël, qui signe les accords d'Oslo, et devant toutes les télévisions du monde, il
y a la fameuse poignée de main entre Arafat et Rabin, où les trois quarts du monde à l'époque se disent la poignée de main entre Arafat et Rabin, c'est la paix. Or, les accords d'Oslo sont des accords profondément asymétriques. Qu'est-ce que j'entends par accord asymétrique? C'est-à-dire que les Palestiniens, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, reconnaît formellement l'existence de l'État d'Israël. Mais l'État d'Israël reconnaît simplement le fait que l'Organisation de libération de la Palestine représente le peuple palestinien. Mais ne reconnaît pas formellement l'existence d'un État palestinien. Donc voilà la symétrie des accords d'Oslo. Mais tout le monde y a cru. Tout le monde y a cru, y compris l'extrême droite israélienne, puisque 2 ans après, en 1993-95, Yitzhak Rabin est assassiné par un membre de l'extrême droite israélienne. L'extrême droite israélienne qui est aujourd'hui au pouvoir. J'arrête une seconde. Ça se passe puisque Et c'est 2 fois. Et ça sonne 2 fois. En 1995, Yitzhak Rabin est assassiné par un membre de l'extrême droite israélienne totalement opposé à toute perspective de partage de la Palestine. Et donc, à partir de 1995 et de l'assassinat de Rabin, dans lequel d'ailleurs M. Netanyahou a une part de responsabilité écrasante, dans la mesure où le parti de Netanyahou ne cessait d'assimiler Rabin à Hitler, en déguisant Rabin en Hitler, etc. Il y a des photos absolument dingues de l'époque. Et donc, à partir de 1995, Netanyahou est pratiquement sans interruption Premier ministre de l'État d'Israël. Et Netanyahou est l'héritier le plus emblématique de l'extrême droite sioniste, qui est dans le mouvement sioniste, parce qu'il y a eu un sioniste de gauche, que l'on a oublié à l'époque depuis, mais de l'extrême droite sioniste, qu'on a appelé le mouvement révisionniste à l'époque. Et donc, à partir de 1995, malgré quelques petits essais à l'époque de l'administration Clinton aux États-Unis, Clinton était sérieusement favorable aux 2 États, mais ça a été impossible. Et donc, petit à petit, la perspective des 2 États a disparu complètement. Et depuis, on va dire, depuis 25 ans à peu près, depuis 2000, et je vais terminer par là, depuis 25 ans, il y a un blocage total. La France est un vieux pays. Et donc, depuis 25 ans, non seulement nous assistons à un blocage total de toute perspective de processus de paix, mais à un grignotage constant par Israël, c'est-à-dire de ce qui reste de Palestine, en fait. Malgré, je vous passe les aléas de ce grignotage, parce qu'il y a eu des allers-retours, mais que je n'ai pas le temps d'évoquer, comme la politique de Sharon, l'abandon de Gaza, etc. Mais je n'ai pas le temps. Ce qui est important, c'est-à-dire la ligne directrice, disons depuis 25 ans, c'est le grignotage constant de ce qui reste de Palestine par l'État d'Israël. Et aujourd'hui, Netanyahou, depuis quelques années, a fait alliance avec une extrême droite qu'on peut parfaitement qualifier de néofasciste. Une extrême droite néofasciste, représentée entre autres par 2 ministres de l'extrême droite israélien, qui maintenant, le projet annexionniste israélien n'est plus masqué, il est réel. Et dans ce contexte, en 2006, le Hamas, il y a des élections en Cisjordanie et à Gaza. Le Fatah gagne les élections en Cisjordanie et le Hamas gagne les élections à Gaza, en fait. Et à partir de ce moment-là, le mouvement palestinien est totalement divisé en 2
l'autorité palestinienne gouverne, si l'on peut appeler ça gouverner, administre la Cisjordanie, et le Hamas administre Gaza. Le Hamas administre Gaza, et je vous le disais, malgré son radicalisme, Israël, en fait, Netanyahou, dire Israël, c'est un peu, l'a aidé parce que le but d'Israël était de diviser le mouvement palestinien, effectivement. Et donc, je pense, moi je reste convaincu, on ne peut pas être d'accord avec moi, que le 7 octobre 2023 a été une maladresse politique insigne, parce que ça a donné l'occasion à l'extrême droite israélienne de mettre en œuvre son projet. Et donc, le Hamas aurait pu faire un acte politique, incontestablement, de résistance, qui aurait été parfaitement légitime, un acte politique de résistance. Le fait d'avoir massacré des civils et d'avoir emmené des otages a délégitimé cet acte de résistance palestinien, et c'est ce qu'on appelle en géopolitique un effet d'aubaine pour l'extrême droite israélienne. Ça a été l'aubaine pour l'extrême droite israélienne. Ah, d'accord, on va venger le 7 octobre, et c'est la guerre que vous savez, qui est une guerre évidemment, et cette fois-ci je terminerai vraiment, évidemment à dimension génocidaire, à tel point d'ailleurs que de plus en plus de conscience morale de l'État d'Israël emploie le terme de génocide. Le dernier à le faire, qui est une réelle conscience morale de l'État d'Israël, c'est l'écrivain David Grossman, qui est un très grand romancier par ailleurs, et l'écrivain David Grossman, qui a toujours été pour la paix, mais qui est un sioniste de gauche, on va dire ça comme ça, eh bien, a fait une déclaration il y a une dizaine de jours, à peu près, il y a une quinzaine de jours, en disant « Cela me brise le cœur, mais je suis obligé de dire que mon pays est en train de commettre un génocide. » Voilà ce qu'a dit. Donc voilà, on en est là. Et ce qui est terrifiant, ce n'est pas seulement le génocide qu'est en train de commettre l'extrême droite israélienne à Gaza, c'est le silence et l'approbation tacite des pays qui se disent démocratiques, c'est-à-dire les pays de l'Union européenne et l'Amérique du Nord. Et je vous remercie. Merci.